Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de la recherche clinique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore trop peu visible mais essentiel, la recherche clinique en ville. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Mehdi Djelamani, cofondateur et président chez Stan, une structure qui accompagne les cabinets de ville dans la recherche clinique. Merci Mehdi d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup, Nawel. Je te remercie de m'avoir invité sur ce podcast. Très enchanté, très heureux plutôt, et enchanté de démarrer. Avec plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un peu ton parcours et ce qui t'a amené à travailler dans la recherche clinique en ville? Oui, bien sûr. Écoute, je m'appelle donc, comme tu l'as dit, Mehdi Gelabani. Je suis le président et j'ai la chance d'avoir cofondé du coup Stan, qui est une société à mission dédiée à la recherche et engagée même dans la recherche en médecine de ville. Puis on aura l'occasion d'en parler un peu plus. À la base, je suis ostéopathe de formation. J'ai suivi aussi un cursus en parallèle de mes études d'un master en recherche clinique et puis une licence en économie de la santé. Et il y a quelques années, je me suis retrouvé avec mon associé actuel qui s'appelle Tiffany Per, avec qui on a monté Stan, qui est aussi ostéopathe, dans un projet de création de structures de soins dans le sud de Lyon avec des amis médecins. Et à l'époque, on avait l'idée de créer une structure un peu innovante permettant d'approcher différemment la prise en charge collaborative coordonnée. Et à l'époque, moi, j'avais été assez frappé sur le fait que finalement, les innovations, les technologies et la recherche clinique, elles n'étaient pas si présentes que ça dans les cabinets. Et je me souviens qu'avec les professionnels de santé avec lesquels on a monté ça, qui étaient des amis, des proches ou autres, on avait souvent ce débat de quelles sont les structures, les technologies, les logiciels, les choses qu'on peut ajouter, et pourquoi est-ce qu'on fait pas plus d'innovation et de recherche dans nos cabinets. Et donc, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un énorme potentiel, mais en même temps d'énormes freins à l'innovation dans les cabinets et donc à la recherche clinique en médecine de ville. Et du coup, je me suis dit qu'on allait créer une structure qui était à mi-chemin entre un cabinet médical, un start-up studio et puis un espèce de laboratoire de recherche où l'idée c'était de se dire, tiens, on va s'appuyer sur notre pratique de tous les jours, les patients, les médecins avec lesquels on collabore, et on va essayer de tester des choses, des innovations, des technologies, des parcours de soins. Donc dans une recherche un peu recherche clinique, mais très large finalement, pas que recherche large. Et ça a super bien fonctionné. Et du coup, on s'est dit que il y avait quelque chose à faire. Et on a commencé comme ça notre aventure. On fait qu'une première structure, puis après on a accompagné d'autres médecins à faire la même, puis d'autres structures et ainsi de suite. Et en l'espace de 3 ans, on a accompagné à la création d'à peu près 153 structures de soins comme ça en France. Et on les a fédérées en un réseau de recherche il y a quelques années maintenant, qu'on a développé sous le statut de STAN, donc de société à mission, une société privée mais reconnue d'intérêt public et qui porte une mission d'intérêt public qui est de favoriser l'accès à la recherche et l'innovation en médecine de ville pour les médecins et pour les patients. Donc voilà comment a commencé un peu l'aventure. Puis on a fait plein de choses dont on va pouvoir parler ensemble. Oh, c'est génial. En tout cas, c'est vrai que lorsqu'on parle de recherche clinique, on pense directement à l'hôpital. En fait, on ne pense même pas que ça se fait dans les cabinets en ville. Moi, la seule fois où j'ai vu ça, j'ai vu des cabinets qui ont participé à des études en tant que centre. C'était dans une étude observationnelle. Donc voilà, tout ce qui est phase 1, phase 2, on oublie, on les voit jamais. Bon, on pourra en parler, hein, des types des études, etc., dans lesquelles ils participent et comment Stan accompagne ses médecins. Mais donc, toi qui accompagnes ces professionnels de la santé, comment tu décrirais la recherche clinique en ville à quelqu'un qui connaît uniquement la recherche en hôpital? Qu'est-ce qui la rend spécifique et différente? C'est une bonne question. Je pense qu'elle est en fait à la fois très similaire et très différente. Et je vais expliquer un peu les choses. Elle est très similaire parce que globalement, faire de la recherche clinique en médecine de ville ou à l'hôpital, c'est toujours la même chose. C'est des protocoles d'études cliniques, des patients à inclure dans des études, des bonnes pratiques à avoir et ainsi de suite. La différence après qu'on a entre les deux, elle est de plusieurs niveaux. La première, c'est que déjà, quand tu fais de la recherche clinique en médecine de ville, tu es plus proche du terrain. Alors, je ne veux pas dire qu'on n'est pas proche du terrain à l'hôpital, bien évidemment, on est tout autant, mais on est plus proche de ce qu'on appelle la vie réelle, c'est-à-dire le quotidien du patient. On sait qu'à l'hôpital, très souvent, quand tu passes par l'hôpital, c'est que tu es dans un stade potentiellement aggravé de ta pathologie ou nécessitant une approche un peu spécialiste ou avec des plateaux lourds. La Mm. ville, on est un peu moins sur ça. Donc, la première chose, c'est que du coup, tu as déjà cette proximité qui n'est pas la même et qui a des avantages et qui a des inconvénients également. La deuxième chose, c'est que la recherche en ville, elle ne possède pas les mêmes infrastructures.
Quand tu fais de la recherche hospitalière, globalement, bah, souvent, c'est déjà encadré dans ton contrat. Tu as des équipes dédiées, des infrastructures, une DRCI, du matériel, des ARC, des IRC, des outils. En ville, t'as pas tout ça. Donc, en Mm. fait, ça te permet d'avoir à la fois une agilité, parce que tu peux faire les choses un peu plus facilement, plus rapidement, tu as moins de contraintes, mais ça crée aussi une énorme fragilité, parce que finalement, bah, tu dépends beaucoup de la motivation et du temps que les gens ont pour toi. Et la différence aussi, c'est bah, que tu as des professionnels de santé libéraux. Et donc finalement, ils font ça en plus de leur consultation de tous les jours. Ouais, C'est déjà les premières choses. Puis après, tu as des différences réglementaires. Comme par exemple le fait que bah, en médecine de ville, tu n'as pas la convention unique. Aujourd'hui, la convention unique ne s'applique pas sur les médecins libéraux. Elle s'applique sur les centres de santé avec des médecins salariés, mais pas sur les libéraux. Donc, il y a des petites choses à changer. Et tu as des aspects aussi techniques qui sont très différents parce que bah, tu n'as pas accès de la même manière aux outils. Tu ne peux pas intégrer des outils comme des ICRF et autres dans le logiciel du médecin parce que mm, c'est pas les logiciels hospitaliers, alors qu'à l'hôpital, généralement, les hôpitaux ont prévu des interopérabilités avec ces outils-là qui ne sont pas prévus en ville. Et donc, c'est un peu une bataille quand tu dois faire communiquer ton logiciel médical avec ton ICRF, par exemple. ouais, Donc, je pense que les principales différences, c'est ça. Mais ça a pas mal d'avantages d'être en ville parce que bah, tu es plus proche du médecin, plus proche du patient, plus proche des pratiques et tu peux toucher plus de monde finalement parce que tu peux, ce qu'on peut comme on dit, décentraliser ton étude. Il y a plusieurs termes derrière ça, mais tu peux emmener ouais, l'étude jusqu'au lit du patient en fait. Et c'est plus facile pour un patient d'accéder à des programmes de recherche parfois et des essais cliniques quand ça se pratique dans le cabinet de son médecin ou à proximité de son domicile que quand il ouais, faut qu'il fasse plusieurs kilomètres. Voilà. Donc les principales différences, c'est ça. Mais après, on est capable de faire les mêmes types d'études, interventionnelles, observationnelles, des phases 1, des phases 2, des phases 3. Alors c'est très rare les phases 1, phase 2, mais on oui. peut faire beaucoup de phase 3 et de phase 4. Et on peut faire des études sur données, donc en observationnel ou dites en real world evidence. Très bien. Et là, j'ai l'impression que les différences entre la recherche à l'hôpital et en ville, c'est plus les défis qu'on voit en ville. C'est-à-dire que là, on a une grande équipe, on a le matériel, tout ce qui est, que ça soit organisationnel, humain, matériel, tout ce que tu veux. Et de l'autre côté, voilà, il y a peu. Donc, est-ce que tu as eu des retours pendant les premières années de Stan? Quelles étaient les frustrations que tu as eues en premier? Alors, moi ou les gens, parce que des deux côtés, Allez, tout le monde. des deux côtés, Tout on en a eu. oui, En fait, tu as des frustrations permanentes et c'est bien en fait. Moi, c'est ce que j'essaie de dire avec les équipes quand on travaille, c'est tant mieux. Si ce qu'on fait, c'était facile et que ça créerait pas de frustration, on n'aurait pas besoin d'exister. Donc aujourd'hui, on existe parce qu'il y a des frustrations et ces frustrations, elles nous amènent à nous poser des questions extrêmement complexes parfois, mais des fois extrêmement simples, mais qui peuvent paraître extrêmement complexes pour les médecins. Déjà, les premières frustrations, c'est le temps. Bah, mmh, c'est le temps, ça revient tout le temps. C'est je n'ai pas le temps de. Voilà. Et du coup, moi, c'est ma première frustration parce que quand je vois des projets de recherche qui sont hyper intéressants, qui pourraient apporter un bénéfice conséquent à des patients dans des grandes villes ou dans des zones un peu plus isolées, je me dis c'est quand même dommage qu'aujourd'hui, en 2025, on n'ait pas le temps de pouvoir proposer à des patients des études cliniques et qu'on n'ait pas le temps de proposer à des médecins de participer à l'innovation et à la structuration de notre système de santé. Mais je les comprends. Enfin, les médecins libéraux aujourd'hui, même ceux des centres de santé, des salariés, je les comprends. Les charges administratives sont extrêmement importantes. D'ailleurs, ça, c'est le deuxième problème, la complexité administrative qui est le deuxième frein qu'on rencontre. Ils n'ont ouais, pas le temps, ils n'ont pas les connaissances aussi, pas les formations parfois. Et donc, ça, c'est les premiers problèmes. Déjà, de lutter contre le temps. Alors ensuite, tu as un deuxième sujet qui est bah, la charge administrative, qui va ensemble et qui est la complexité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'un médecin puisse faire de la recherche, eh ben, ça nécessite énormément de choses. Il faut prendre connaissance du protocole, il faut contractualiser avec une CRO ou avec un hôpital, il faut faire un certain nombre de démarches réglementaires, les bonnes pratiques cliniques, il faut passer ses formations. Enfin, il y a énormément de choses à faire aujourd'hui, ce qui fait que pour un médecin, encore une fois, c'est énormément de temps. Puis le médecin, il n'a pas le temps d'aller échanger avec le promoteur, gérer sa database, gérer la facturation derrière, parce que les médecins aujourd'hui en ville, en tout cas chez Stade, on les rémunère pour le temps qu'ils passent sur de la recherche, donc ils n'ont pas le temps de gérer mmh, tout cet aspect administratif. Donc ça, c'était un peu le deuxième frein qu'on a rencontré. Et puis le dernier frein qui est, et après je rentrerai dans les détails si tu veux, on en traite un en plus. Le dernier frein, c'est un frein technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin il y en a un autre, mais le frein technologique, il est hyper important. C'est-à-dire que
globalement, pour pouvoir faire de la recherche en ville, tu dois avoir accès à des patients, mais tu dois aussi avoir accès surtout à des données en plus. C'est-à-dire que Ouais, les données aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour un médecin de pouvoir se dépêtrer avec ses logiciels médicaux. Il y en a qui sont très bien, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Et donc, il y a des énormes problèmes d'interopérabilité, de structuration de la donnée, d'accès à la donnée, d'export, d'informations patients et autres. Et le dernier problème, c'est le manque de connaissances et de reconnaissance en même temps. C'est-à-dire mm, qu'aujourd'hui, ben, les médecins, les professionnels de santé, les patients, en ville, ils sont pas formés à ça ou ils n'ont pas la culture de ça. Même s'il y a 20 ans en arrière, ça existait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la recherche en ville, ça n'a pas jamais existé. Il y a mm, 20 ans en arrière, ça se faisait énormément. 25 ans en arrière, il y avait des réseaux structurés. Puis petit à petit, avec tous ces problèmes de temps, de manque d'expérience, de complexité, ça s'est délété. Et finalement, aujourd'hui, les médecins redécouvrent la recherche en ville. Moi, j'ai des médecins proches de la retraite qui me disent, ben, j'en faisais et je suis ravi de pouvoir en refaire, en fait et de façon aussi simple maintenant. Et j'espère que pour les jeunes, ça va les aider à emboîter le pas et à partir dans la recherche clinique en ville. mm. Donc ça, c'est important. Et du coup, ça souffre du coup d'une mauvaise reconnaissance parce que finalement, n'ayant pas eu beaucoup d'activités de recherche clinique en France sur les 15 dernières années, et ben, c'est un peu la grande oubliée. Et donc, dans l'idée des promoteurs d'études, des sponsors, qu'ils soient publics ou privés, on a un peu abandonné cette idée. Enfin, en tout cas, on avait un peu abandonné cette idée de je peux faire de la recherche en ville et c'est un intérêt. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les technologies qui sont développées de précision, de médecine personnalisée et ainsi de suite, c'est plus possible. On ne peut pas se contenter que des données hospitalières, que des patients qu'on voit à l'hôpital. Il les faut, c'est nécessaire, Mm. mais il y a un pendant d'informations qui sont les 80% de la prise en charge médicale en France aujourd'hui qui se fait en ville, donc 80% d'informations, qui est forcément nécessaire. Donc, je pense que sur les années à venir, on ne peut plus occulter le fait que la recherche clinique en France doit passer aussi par la médecine de ville. Mais en France, comme à l'Europe entière, hein, les études du LEM là, montrent qu'on a reculé un tout petit peu en termes d'attractivité. C'est parce que justement, on s'est un peu cannibalisé à faire la recherche que dans les hôpitaux parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure pour le faire. Et c'est là où, en gros, avec Stan, on essaie d'intervenir. Voilà. C'était une Très réponse un bien. peu longue, mais Oui. je voulais pouvoir te parler un Non, peu. non, c'est très, très clair. Franchement, merci. Et moi, j'étais en train de penser à une chose que tu viens de dire, c'est que OK, les promoteurs ne considèrent pas les médecins en ville, les cabinets comme de vrais centres. Moi, Ouais. je pense que c'est par rapport à, la réactivité aussi. Mais je vais dire quelque chose là maintenant qui va pas faire l'unanimité, qui va fâcher certains. Franchement, même si on prend les hôpitaux de grands, grands, grands centres, les médecins ne sont pas non plus réactifs. Ouais, vas-y. Heureusement qu'ils ont les arcs qui les accompagnent et qui sont là pour coordonner l'essai. Parce qu'honnêtement, il y a ceux qui s'engagent, ok, ils veulent faire des publis, ils veulent faire de la recherche, pas forcément que pour les publis, mais voilà, pour la recherche, pour faire avancer les choses. Mais finalement, ils se rendent compte que qu'ils peuvent pas. Oui, il y a l'aspect administratif qui est géré par les arcs, par les équipes, mais plus l'équipe est grande, mieux c'est, plus ils peuvent prendre plus d'études. Mais je pense que dans la tête des promoteurs, pourquoi ils ne considèrent pas les centres en ville, les cabinets en ville comme des centres, c'est par rapport à ça. Parce que imaginons, si un médecin a une équipe, il n'est pas réactif. S'il Hum. n'a personne, il est tout seul. Il faut Comment il qu'il faut soit l'être? ultra motivé pour répondre aux mails, parfois juste à une petite signature. Donc, voilà. Non, mais tu as tellement raison. Moi, c'est exactement les retours qu'on a eu au départ. Nous, quand on a commencé, c'est non, mais les médecins en ville, ils auront jamais le temps. C'est pas possible. Déjà, ils n'arrivent pas à traiter tous leurs patients parce qu'il n'y a pas suffisamment de temps pour traiter tout le monde. Comment vous voulez qu'ils Mm, aillent faire de la recherche en ville? Et, et moi, je pense que c'est en fait une question d'organisation et de technologie et de marier correctement l'organisation et la technologie ensemble et d'essayer en fait de concentrer l'énergie du médecin et de son patient au bon endroit dans la recherche. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas à valeur ajoutée pour le professionnel de santé, qu'il soit médecin généraliste, spécialiste, même paramédicaux, parce qu'on a certains paramédicaux qui participent à des études. Et à l'hôpital, je pense que c'est aussi une mauvaise vision qu'on a. C'est-à-dire qu'on se dit, ils n'ont pas le temps. Et je pense qu'en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas le temps. Pour certains, je pense qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils ne mm, veulent pas ou qu'ils sont pas motivés, hein, ça arrive. Mais je pense qu'il y a aussi cette notion de, ce que j'ai tout à l'heure, de cannibalisme. On s'est un peu phagocyté. C'est-à-dire que, à force de faire des études, les sponsors, qu'ils soient encore une fois privés ou publics, mais encore plus côté privé, ils ont leurs petites habitudes. C'est-à-dire que
Quand ils font une étude sur l'insuffisance cardiaque, ils savent que c'est dans tel CHU, avec tel professeur, qu'il va y avoir le spécialiste ou la spécialiste qui va pouvoir les aider. Et donc, Ouais. ils vont tous interroger les mêmes personnes. Ce qui fait que finalement, si tu mets de côté les conflits d'intérêts de participer à plusieurs études en même temps, tu te retrouves souvent avec une étude ou plusieurs études, un médecin, voilà, un investigateur, qui se retrouve avec plusieurs études un peu similaires à Mm. conduire en même temps. Et Oui. donc, finalement, il n'a pas de l'énergie pour toutes ces études-là. Et côté patient, il n'a pas une base de patientèle qui passe par l'hôpital qui peut aller dans toutes les études. Donc, on ne va pas proposer à un patient de faire 4 études différentes en même temps. Donc, Oui. finalement, logiquement, ça crée un goulot d'étranglement. Et ce goulot d'étranglement, on voit bien qu'il est de plus en plus important sur les dernières années. Et c'est ce qui fait que l'attractivité de la France dans l'échiquier de la recherche au niveau mondial, ben, on est de moins en moins attractif et qu'on diminue dans notre position. Mm, Je mm. pense que la ville, elle sert à ça, en fait. La ville, elle sert à ouvrir un champ des possibles. Euh, Soit parce que les médecins peuvent être vraiment investigateurs au sens littéral du terme et conduire l'étude clinique dans le cabinet avec son patient et simplifier la vie. Il y a plein d'études qui peuvent être faites aujourd'hui. En fait, c'est une notion d'organisation, mais c'est ce qu'on apporte avec Stan. Il y a plein de choses. Et aussi, ils peuvent donner un coup de main aux études hospitalières. Nous, ce que chez nous, on appelle le référol. En fait, nous, on a créé, pour simplifier les choses et rentrer un peu sur l'aspect technique, on a créé ce qu'on appelle un entrepôt de données de santé qui est utilisé pour l'ensemble de la médecine de ville avec les médecins de notre réseau et qui a la petite particularité de pouvoir s'interconnecter directement avec le logiciel du médecin. Et donc, ça change un peu les choses parce qu'on est capable d'avoir de l'information qualitative en quasi-temps réel sur le statut d'un patient dans un cabinet et son éligibilité ou pas à une étude. Donc, il y a plein de plateformes aujourd'hui qui se créent et qui, en fait, proposent spontanément aux patients de rentrer dans des études. Ils vont diffuser des projets d'études sur les réseaux sociaux, via des databases et ainsi de suite. Mais finalement, tu as toujours l'action du patient qui doit déjà comprendre que l'étude lui est destinée, ensuite s'inscrire, ensuite renseigner ses informations et il faut que tu tombes pile au bon moment pour qu'il remplisse bien les critères d'inclusion et d'exclusion. Donc, il y a une chance sur Oui. deux que finalement, ce patient-là, il a peut-être la maladie, mais actuellement, il n'est pas incluable, et peut-être la semaine prochaine possible, la semaine Mm. d'après, voilà. Nous, l'idée, c'est de changer un peu le paradigme. Et nous, mais en fait, ce qu'on préconise, il y a peut-être d'autres gens qui vont le faire ou qui le font, et on préconise, c'est de pouvoir se connecter directement au logiciel du médecin pour pouvoir instantanément détecter les patients qui sont éligibles et faire remonter l'information au médecin. C'est-à-dire que pendant la consultation, le médecin il peut se rendre compte que son patient est éligible. Et là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut renvoyer ce patient vers le centre hospitalier. Donc l'idée, c'est en fait d'aider les centres hospitaliers à faire une première vérification, un pré-screening Oui. de patients éligibles qu'on va renvoyer ensuite vers l'hôpital. Et ça marche super bien. Et ce que ça montre, en fait, c'est qu'il n'y a pas une opposition entre la médecine de ville et l'hôpital dans la recherche. Il y a une espèce de complémentarité, même une totale Mm. complémentarité, et qu'on devrait pouvoir aujourd'hui, pour toute étude clinique qu'on lance en France, être capable de recruter les patients dans son hôpital, mais aussi autour de son hôpital, en mobilisant des réseaux. Et si on fait ça pour tout, bah, globalement, on a plus de chances de recruter des patients et on délègue un peu plus les responsabilités sans que ça soit n'importe quoi. Euh, et du coup, bah, ça permet de gérer un peu mieux la charge de travail. Oui. Donc, voilà moi comment je vois les choses. Mais effectivement, les médecins en ville, bah, il faut leur mettre une batterie d'outils aujourd'hui pour faire en sorte qu'ils soient ultra réactifs. Mais ça marche. Et en fait, ça arrive très souvent. Bah, là, si on parle de prescreening, donc c'est pas eux qui prescreenent d'une façon traditionnelle, mais c'est vraiment ce logiciel-là qui va, c'est comme une sorte de pop-up comme ça, un Exactement, ouais. message qui va Ouais. être envoyé au médecin. Et Ouais. donc, pourquoi ne pas avoir installé ça même pour les hôpitaux? Parce que je pense que c'est pratique, pas uniquement pour les médecins en ville, mais Bah, pour tout le monde. écoute, voilà, je lance un appel à travers ton podcast pour les hôpitaux qui auraient envie. Alors, pourquoi on l'a pas installé? Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place parce que les hôpitaux structurent aussi leur entrepôt de données de santé actuellement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est compliqué. Si on fait un peu un arrêt sur image sur cette partie-là, avoir un entrepôt de données de santé, c'est bien. Mais pour passer d'un critère d'inclusion d'une étude, qui parfois sont extrêmement complexes parce que tu as plein d'informations qui ont des interconnexions entre elles, ou des interdépendances, des je veux ça et ça et ça, ou ça et ça, Oui. pouvoir transformer cette information-là en un code numérique, ce qu'on appelle une requête, permettant de trouver des patients qui sont éligibles dans un dossier patient, c'est extrêmement compliqué. Et donc, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, il faut commencer à créer des standards sur les entrepôts de données de santé
pour avoir les mêmes formats d'échange. Nous, on s'est mis sur un Oui. format qui est international qui s'appelle HomeHub Fire. Voilà, donc c'est des formats d'interopérabilité. Et le travail qu'on a fait en ville, qui est extrêmement compliqué sur les dernières années, c'était de créer cet outil qui permet de passer d'un critère d'inclusion que tu peux taper à la main, vraiment tu copies-colles ton critère, tu le mets, Mm. à une requête dans l'entrepôt. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'être capable de le faire en direct parce qu'il faut que tu aies des connexions avec le logiciel. Donc là, il y a d'énormes discussions techniques et technologiques à avoir avec les éditeurs. Et la dernière étape compliquée, c'est remonter l'information. Voilà. Et donc là, en fonction de tes autorisations, CNIL et autres, tu as le droit ou pas le droit de le faire. Donc si tu veux pouvoir réidentifier les patients qui sont éligibles à une étude pour renvoyer l'information, c'est aussi compliqué. Donc je pense pas que c'est quelque chose qui ne va pas se faire. Je pense juste qu'aujourd'hui, ça n'a pas encore émergé totalement dans les hôpitaux. On espère Oui. que ça va s'arriver. Et qu'on a la chance que comme la médecine de vie, je disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'un peu plus agile, et ben ça permet, même si c'est fragile, de pouvoir faire ce genre d'innovation rapidement et ensuite de les mettre au service du système hospitalier ou de continuer, quoi. Voilà. Ouais. Mais C'est en ça. tout cas, c'est une bonne stratégie, une bonne manière de les aider à screener les patients. Et en Ouais. parlant de patients, donc là, on a parlé de beaucoup de défis, beaucoup de points d'amélioration au niveau des cabinets en ville. Quels sont les avantages pour les médecins et les patients? Parce que bon, ok, pour les médecins, est-ce qu'ils peuvent inclure un peu plus vite? Est-ce qu'ils ont plus de potentiel d'inclusion par rapport aux hôpitaux? Parce qu'on sait que dans les essais cliniques, voilà, c'est compliqué d'atteindre l'objectif d'inclusion. Il y a beaucoup d'études. Alors, je n'ai pas de pourcentage en tête forcément, je n'ai pas les stats, mais il y a un grand pourcentage qui n'atteint pas forcément l'objectif. Donc, ça induit un amendement pour soit prolonger, si on arrive à prolonger, si on a le budget pour le faire. Donc, il y a beaucoup de conditions. Donc, première question, est-ce que on a plus de potentiel d'inclusion en ville parce qu'on a cette relation de proximité avec son médecin. Si on a son médecin traitant, eh ben, on lui fait confiance. On le voit souvent. Parfois, c'est le même médecin traitant pour toute la famille. Donc, Ouais, voilà. le médecin chef. Il y a cette relation de confiance et donc on accepte plus facilement. Et par rapport aux patients, j'imagine que pour ceux qui sont dans des déserts médicaux, ça doit être génial d'avoir accès à un essai clinique juste à côté de chez soi. Ouais. Bah, non, mais c'est exactement ça. Si on regarde les avantages côté patient, c'est ce que tu as cité en fait. C'est la première chose, c'est beaucoup plus facile pour un patient aujourd'hui qui n'y connaît rien à la recherche, qui n'y connaît rien à l'innovation au sens général, de rentrer dans un protocole d'études cliniques quand c'est son médecin généraliste, médecin de famille qui le suit depuis plusieurs années ou son spécialiste qui le suit plusieurs années, que quand il est attrapé un peu au vol quand il passe à l'hôpital. Pourquoi? Parce que dans dans la représentation collective que se font les patients, la recherche clinique, c'est encore la souris de laboratoire à qui on Ouais. va injecter quelque chose d'expérimental qui peut potentiellement les tuer ou les transformer. Enfin, voilà. Et donc tout le monde a peur de ça. Mais ça, c'est culturel. C'est-à-dire qu'en France, on en a peur parce qu'on ne le pratique pas suffisamment. Tu vois, dans des pays autres, anglo-saxons, États-Unis, Ouais. c'est pas la même chose. Les États-Unis, par exemple, les patients se battent presque pour entrer dans l'essai clinique parce que, avec leur système de santé, ils sont pris en charge et remboursés. Donc, en fait, rentrer dans un essai, c'est avoir la possibilité de ne pas payer ces traitements. Donc, je pense qu'en fonction de là où on se trouve, bah, il y a des différences. En France, la première différence, c'est ça. C'est j'ai peur d'être un cobaye. Mm. Donc, je viens en consultation parce que j'ai une insuffisance cardiaque à un moment donné ou j'ai un problème particulier et je dois passer par l'hôpital. Bah, je passe en coup de vent, je suis là 2 jours dans deux nuits. Si on me dit, bah, vous voulez pas rentrer dans un dessin en même temps, je vais dire, mais non, moi, je suis déjà là pour que vous m'aidiez à aller mieux. J'ai pas envie de potentiellement aggraver ma situation. Alors qu'en ville, c'est un peu différent. C'est pas vrai pour toutes les pathologies, mais pour une grande partie d'entre elles, c'est un peu plus facile que de faire accepter aux patients de rentrer dans les études. Et puis les patients, en fait, quand ils comprennent le pourquoi du comment, il y a très peu de refus finalement. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'aider, ils ont envie de faire en sorte que leur maladie, leur pathologie, leurs problèmes puissent servir à d'autres. Donc si c'est bien expliqué, bien amené, ça les aide. La deuxième chose, c'est que ça permet aussi aux patients d'être confrontés dans les déserts médicaux, tu disais tout à l'heure, à des Mm. nouvelles thérapies, à des prises en charge un peu innovantes, auxquelles ils ne pourraient pas avoir accès s'ils sont obligés de faire 200 km pour aller à l'hôpital le plus proche d'eux. Donc, il y a aussi une logique d'essayer d'apporter les meilleurs soins près des personnes et donc de leur ouvrir le panel de thérapeutique et de thérapie. Euh, et il y a aussi un dernier aspect qui est important, c'est l'engagement du patient dans son traitement.
C'est-à-dire que la recherche clinique, ça a une prise en charge qui est un peu plus rigoureuse ou en tout cas encadrée que la pratique libérale classique parce qu'il y a des protocoles, il y a des batteries de tests, des vérifications. Et donc, pour certains patients, ça les aide aussi à rentrer dans une logique d'observance d'un traitement, dans une logique de prise en charge. Ils se prennent plus en charge parce qu'ils sont dans une étude clinique qu'à côté où ils auraient peut-être potentiellement pas pris à la lettre les recommandations de leur médecin ou des traitements. Donc ça, je pense que c'est les avantages côté patient, mais du coup, finalement, qui sont hyper importantes parce que c'est des avantages de meilleure santé. Puis côté du médecin, bah déjà, ça redéfinit un peu son rôle, sa contribution scientifique, sa position, son champ d'activité. Il n'est pas juste là pour prescrire, diagnostiquer et prescrire, il est là pour diagnostiquer, prescrire et faire évoluer sa pratique. Donc il se forme et il crée un mouvement dans la prise en charge de ses patients parce qu'il participe à cette innovation. Ça crée aussi un effet bénéfique là-dessus à plus tard pour les industriels, les startups, les industriels et autres, parce que plus les professionnels de santé et les patients vont dès le départ être confrontés aux technologies et les prévalider d'eux-mêmes parce qu'ils les ont confrontés dans des études, plus ils ont de chances que plus tard, quand le médecin va lui proposer d'utiliser cette technologie, ce traitement ou autre, il soit plus enclin à le faire parce qu'en fait, il l'aura lui-même évalué, il l'aura même lui-même passé sous son scan, pardon, scientifique, et il aura pu se faire une idée ou pas de cette thérapie ou ce traitement. Mm. Donc ça, je pense que c'est bien. Et puis ça ouvre, comme on le disait, l'arsenal thérapeutique du médecin qui peut se retrouver parfois dans des situations de difficulté face à un patient. Il peut lui proposer un nouveau traitement un peu innovant et ça, c'est super bien. Et ça crée en plus de la dynamique de collaboration avec l'hôpital quand il participe à des études hospitalières. Et la dernière chose qui n'est pas à négliger et qui est aussi importante, c'est que pour les médecins, ça crée aussi des compléments de revenus. Parce qu'aujourd'hui, la recherche clinique, en tout cas en ville et avec ce que nous on fait chez Stan, on rémunère le médecin pour le temps qu'il consacre à la recherche. Et donc, bah, ça permet de compléter ses revenus, ce qui est aussi important et intéressant pour les médecins qui consacrent du temps de travail, donc forcément. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un effet qui est hyper intéressant. Et puis pour les études en elles-mêmes, ben, ça crée plus de représentativité, ça crée plus de robustesse. Voilà. Mm. Et tu parlais d'une question, je reprends le début de ta question, qui disait que est-ce que ça augmente les capacités de recrutement? Ben, en fait, finalement, oui. Pas dans tous les cas. Dans certaines maladies Oui. rares, ça va pas changer grand-chose, et encore. Voilà. Mais comme tu as accès à plus de population, tu as accès à ces 80% du temps où le patient est pris en charge, bah, en fait, tu as accès à plus de patients. Donc, naturellement, par effet de levier, tu as plus de chances de recruter des patients si c'est un profil qui est en ville. Si on parle d'un cancer dans des stades très avancés et autres, tu sais qu'il ne Ça, sera c'est à jamais pris en l'hôpital. charge en ville, il sera à l'hôpital. Mais dans le reste des cas, pour beaucoup de nouvelles technos du moment, bah, Oui. il est en ville. Et particulièrement dans toutes les technos qui sont à base d'IA, Mhm. quelque chose qui va, je pense, devenir quasi systématique d'avoir besoin de patients qui sont et en ville à l'hôpital parce que il faut que tu sois avec des modèles qui s'entraînent sur une représentativité la plus fidèle possible de la population. Oui. Donc, la ville va gagner à être présente dans ces études cliniques-là, forcément. Donc, tout ce qui est IA, j'imagine, donc investigation clinique, tout ce qui est dispositifs médicaux, Ouais, voilà, les études décentralisées aussi, ils n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital pour le faire. Donc, ouais, voilà, c'est tout ce qui est exactement ça. nouvelle technologie finalement. Tout ce qui est nouvelle technologie, et puis même pour le système en soi, c'est bénéfique parce qu'on réduit aussi les coûts. C'est-à-dire que Oui, c'est pas obligé de déplacer en permanence avec une ambulance ou un taxi médicalisé le patient pour qu'il aille faire sa consultation de suivi de thérapie dans une pathologie particulière sur un essai clinique. Bah, en fait, on réduit aussi les dépenses. Et donc, on crée un peu de compétitivité en faisant en sorte qu'en France, les études peuvent se faire plus vite, à des meilleurs coûts, dans des meilleures conditions et avec plus de qualité. Donc, ça va mm, aussi repositionner, encore une fois, notre pays dans ses meilleurs atouts, enfin, et cette position, en fait, avec ses meilleurs atouts qui sont euh, en fait, tout ce savoir qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que la France, pendant des années, ça a été le berceau, et ça l'est encore, de beaucoup d'innovations. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on continue à innover ouais. et, euh, et la ville peut aider à ça. Parce qu'on est plus premier, hein, ça y est. Ouais, ouais, Après c'est difficile, l'Espagne, hein. ouais, 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 on a laissé tomber le maillot, on a laissé tomber le maillot jaune c'est pour ça. les Espagnols, effectivement. Et on a laissé tomber aussi le maillot. Alors, on n'était pas mauvais parce que je crois qu'on était encore premier sur la cancéro Mm, jusqu'à cette année, en oncologie, pardon. Et je crois qu'on vient de se faire rattraper. On n'est mm. pas loin, mais voilà, il y a des choses à faire. Après, il y a aussi tout un aspect réglementaire qu'on n'a pas traité là dans les échanges, mais qui est aussi important, c'est que l'Espagne, au-delà d'avoir une
bonne culture de la recherche qui s'est réintégrée dans les cabinets médicaux. Ils ont beaucoup travaillé sur la simplification réglementaire pour la mise en place d'une étude. Donc, ils sont plus efficaces, ça se fait plus vite. Et donc, ils ont aussi plus d'études qui sont poussées par les entreprises et les sponsors globaux qui, en fait, se Oui, disent, ben, le temps que je mette en place une étude en France, en Espagne, j'en ai déjà fait trois quarts. Donc, c'est ça, voilà. Donc, là aussi, il y a exactement. un enjeu de Mm. réactivité à avoir. Tout Ouais, le fait ça, d'avoir un réseau. j'espère que ça changera parce que c'est vrai que les enjeux réglementaires sont gros, ça prend beaucoup de place, parfois un peu trop de place que la recherche pure. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Là, on a parlé donc de recherche clinique en ville, les avantages, les inconvénients. Si on arrive à Stan, donc concrètement, comment est-ce que tu, alors quand je dis tu, c'est toute l'équipe, hein, je salue l'équipe Stan, J'ai Stan Milligan. voilà. Donc, comment est-ce que vous aidez les cabinets à intégrer une recherche clinique? Imaginons, moi, je suis un médecin libéral, je te contacte, Mehdi, voilà, je veux participer à un essai clinique, tu fais quoi? Ouais. Et ben déjà, je te renvoie vers mes super équipes pour qu'ils puissent le faire. Non, tu l'as très bien dit. En fait, comment on va prendre un cas concret. Aujourd'hui, nous, on a essayé de simplifier au maximum la participation à une étude sur l'ensemble des étapes. Et c'est des équipes qui font un boulot formidable. J'ai la chance, et ça, je prends le temps de le dire, c'est toujours important de saluer les équipes avec lesquelles je travaille, qui sont tous extrêmement brillants. Voilà. Donc, ça fait toujours plaisir de travailler avec des gens qui sont extrêmement brillants, voire plus brillants que soi. Et du coup, je leur adresse là un coucou et une salutation en même temps en leur disant merci pour le travail que vous faites tous les jours chez Stan et que vous faites avec les médecins. Voilà. Je mets de côté la parenthèse, comme ça, j'aurais fait Une il petite fallait pour remercier tout dédicace. le monde, une petite dédicace, exactement. Euh, En fait, nous, pour travailler chez Stan et faire de la recherche en médecine de ville, c'est assez simple. La première étape, c'est de nous contacter. Donc, la plupart du temps, tu vas tomber sur nos équipes care. Donc, en fait, nos équipes care, tu peux les contacter de deux manières, par mail ou par coup de téléphone directement. C'est assez facile ou sur le site. Et tu vas leur dire, bah voilà, je souhaite devenir médecin investigateur ou faire de la recherche, ou je suis juste curieux. Donc ça, c'est pour les médecins qui font pas déjà partie de notre réseau. Et il y a aussi, on a une activité, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé beaucoup, je fais une petite digression là-dessus, on a une activité historique qui était l'accompagnement à la création des cabinets. Je te disais, on en a fait 153. Donc en fait, à chaque fois qu'on aide des professionnels de santé à créer leurs cabinets médicaux, on leur parle de la recherche clinique et on leur intègre ça dans leur construction de projets et autres pour qu'ils puissent s'acculturer. Une fois que j'ai fait ça, bah, en fait, c'est super simple. Du coup, une fois que j'ai contacté Stan, tu reçois un lien de connexion sur notre plateforme Stan Research. Donc, en fait, tu te connectes à la plateforme Stan Research. Une fois que tu es connecté à cette plateforme, tu te laisses guider. À peu près en 3 minutes, tu es inscrit. Il te faut un numéro CPS, une carte CPS ou un numéro RPPS, voilà, une carte professionnelle. Tu t'inscris et une fois que tu es inscrit, tu as tout un funnel où tu vas avoir plusieurs petites étapes à réaliser pour, remplir ton profil ou finaliser le remplissage de ton profil. Deux, pour signer la documentation légale, donc c'est les contrats de recherche, l'autorisation là-dessus, l'intégration des données, donc la possibilité de pouvoir interconnecter ces données avec un logiciel médical. Donc il faut bien évidemment que le médecin donne son accord. Et nous, après, on s'occupe de tout. C'est-à-dire que par exemple, on va directement renvoyer des mails, des appels, des SMS ou des courriers à tous les patients du médecin dans le cabinet pour le prévenir que son médecin participe à de la recherche, que dans ce cadre-là, il pourrait être recontacté. Enfin, on va vraiment aider le médecin à rentrer dans la recherche, mais ça va lui prendre 5 minutes globalement. Mm. Et après, on va aller vers la partie encapacitement. Est-ce qu'il est formé ou pas à la recherche? Donc, s'il est formé à la recherche, généralement, il a des bonnes pratiques cliniques. Il suffit qu'il nous les partage. Voilà, nous, on va revérifier avec nos outils qu'ils sont bien toujours à la bonne date et ainsi de suite. Et s'il les a pas, en fait, on va le pousser vers un lien de formation en ligne qui va lui prendre globalement 2 heures s'il fait toute la formation et 30 minutes s'il passe directement aux questions-réponses parce qu'il connaît déjà Oui. le b.a.-ba de la recherche. Et comme c'est quelque chose qu'il faut refaire tous les 2 ou 3 ans, je crois que ça a été poussé à 3 ans. 3 ans, Voilà, l'attestation la BBC BPC, ouais. maintenant. Ben, nous, voilà, on lui dit de le refaire tous les 3 ans. Donc, une fois qu'il a fait ça, globalement, inscription en 5 minutes et passage de ses VPC entre 30 minutes et 2 heures s'il ne les a pas, il Mm. tombe sur notre plateforme et à ce moment-là, en fait, ce qui va se passer, c'est il va pouvoir accéder à toutes les études cliniques qu'on a en cours chez Stan. Et donc, il va pouvoir postuler. Et il va pouvoir postuler en sachant dès le départ
les nombres de patients et les patients qui sont éligibles chez lui. Donc, il va pouvoir dire, à cette étude-là, en cancérologie ou plutôt en cardiologie, ça m'intéresse. Je vois que dans ma base patient, j'ai une centaine de patients qui peuvent correspondre à cette étude, donc je postule. Et après, il y a tout un système pour postuler, mais dès qu'il postule, en quelques minutes, il peut avoir une réponse et du coup être investigateur en quelques heures, quelques jours dans nos études. Et Ouais. donc, nous, côté stade, on va se charger de faire les démarches administratives, envoyer le contrat au CNOM. Donc, le CNOM, c'est les instances de régulation. CNOM, on va le faire aussi toutes les déclarations de transparence. On va gérer la rémunération, on va gérer l'information patient. Voilà, tout ça, ça va être entièrement fait par notre plateforme technologique. Et lui, il va se concentrer que sur son étude. Une fois qu'il est retenu en tant que médecin investigateur ou médecin, ce qu'on appelle identificateur quand il fait du référol, il va être mis en contact avec nos équipes terrain. Mm. Donc, ce sont nos chefs de projet de recherche clinique qui vont pouvoir le contacter. C'est soit des chefs de projet, soit des ARC, soit des IRC, et il va pouvoir suivre la formation nécessaire pour l'étude. Et dès qu'il est prêt, il démarre. Voilà. Et après, tout se passe sur la plateforme. Il a un suivi, il a des dashboards, il sait où est-ce qu'il en est à chaque fois. Et il y a toujours chez nous des équipes support pour garder un lien humain. Dès qu'il y a la moindre question, dès qu'il y a le moindre problème, ils ont des boutons, des clics et autres pour nous permettre de les contacter ou de nous recontacter. Très bien. Bon, je trouve que c'est vraiment très futuriste, très simple, comme, parce que là, tu utilises vraiment une plateforme, pour, suivre tout ça, même pour la faisabilité, pour, Ouais, tout. Donc, pas besoin d'aller forcément comme traditionnellement vers les centres, les solliciter, envoyer des ouais. mails, voilà. Maintenant, concrètement, si on parle de l'organisation de Stan, donc ça, fonctionne un peu comme une CRO. Donc, est-ce qu'il y a un monitoring, sur place ou c'est juste, Ouais. décentralisé? Ouais, bien sûr. En fait, on a une activité de CRO, donc on est une CRO, mais sans être qu'une CRO, on est aussi ce qu'on appelle une data intelligence ou une data infrastructure as a service. Donc, en fait, on fournit une infrastructure technologique et un réseau. Et ça, c'est important parce que la grande différence, c'est que on a un réseau de médecins. Donc, aujourd'hui, ils sont à peu près plus de 2100 médecins. En réalité, Mmh. c'est beaucoup plus. On a à peu près 5000 professionnels de santé qui peuvent être mobilisés sur la recherche, mais on a un noyau un peu plus, voilà, un peu plus resserré d'à peu près 2100 médecins qui, eux, participent, voilà, plus, mais on a de plus en plus de centres, de groupements qui nous rejoignent et qui en fait n'étaient pas dans le réseau Stan et qui veulent rejoindre le réseau Stan, donc on les aidait, on les a rentrés dessus. Euh, Ça, c'est sur la partie, la partie réseau. Et donc ensuite, sur la partie CRO, en fait, on va pouvoir proposer tous les services d'une CRO. Mais on peut aussi proposer à une CRO de travailler avec nous directement. Donc en gros, OK. si le promoteur d'études a ce qu'il lui faut, bah, globalement, nous, on va juste s'interfacer, mettre des accès en place, ce qu'on appelle des accès vendors. Et du coup, la CRO va pouvoir faire son travail de monitoring, de suivi et autres. Si pour le coup, il n'a pas ça, enfin, le CRO ou le promoteur d'études n'a pas ça, là, on va lui proposer, nous, tous les services d'une CRO classique. À la fois Mmh. sur du monitoring à distance, mais aussi sur du monitoring sur site, sur toute la partie rédaction de protocole d'études, sur la partie biostatistique, sur la partie analyse des données, sur la partie rédaction des comptes rendus. Vraiment, on va pouvoir faire du full service, quasiment, Oui. même tout le temps, mais sans que ça soit une obligation. Donc, c'est vraiment un système de tiroir. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est pour essayer de simplifier au maximum euh, les usages et ne pas contraindre un promoteur qui a déjà des contrats cadres, parce que ça arrive souvent, des contrats avec certaines CRO et autres, de se retrouver bloqué, de ne pas pouvoir travailler avec nous. Et Ouais. notre volonté, nous, c'est d'être suffisamment agile, parce que l'important derrière tout ça, et ça revient sur le sujet de la reconnaissance tout à l'heure, c'est que là, on est dans des années où il faut cultiver la recherche en ligne. Donc, c'est pas grave si on fait pas tout chez Stan, on n'a pas Mmh. envie de tout faire, on est dans une logique d'ouverture, mais il faut favoriser les projets en ville, et donc il faut enlever le maximum de freins. Tout comme on enlève des freins pour les médecins et tout comme on enlève des freins pour les patients, il faut enlever tous les freins que pourrait avoir un sponsor d'une étude, encore une fois, qu'il soit privé ou public, parce qu'on travaille aussi avec des hôpitaux, pareil, bah, s'ils veulent monitorer des choses, s'ils veulent faire des choses, bon, on les laisse faire, et nous, Ouais. on essaie de créer une plateforme qui est la plus agile possible pour eux, et des équipes terrain aussi. Donc voilà comment on est répartis. C'est pas facile parce qu'en fait, plus on laisse d'ouverture, Oui. plus c'est techniquement compliqué.
Voilà. C'est ça, il faut personnaliser à chaque Et ouais, fois, il faut à chaque personnaliser. étude, ouais, et le Ouais, schéma change. C'est-à-dire que là, si vous ne prenez pas toute l'étude à chaque fois de A à Z, il faut ouais, à chaque fois savoir que, OK, telle étude, c'est juste ça, l'autre, c'est en c'est exactement entier. ça. Voilà, donc, Ouais. ouais, C'est là où il faut des personnes très intelligentes, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est qui, ça. qui réfléchissent à ça en interne. Ouais, Mais comme on dit, le plus compliqué, c'est de faire simple. Donc nous, on essaie de chercher la simplicité absolue dans ce qu'on fait. Et ouais. donc ça veut dire que derrière la machine, en fait, c'est extrêmement compliqué. Moi, je prends souvent l'image d'une montre avec une aiguille. Quand on regarde une aiguille tourner, ça a l'air hyper simple. Et en fait, quand on tourne la montre, on se rend compte qu'il faut plein de petits trucs pour que ça puisse être un mouvement aussi simple. Bah, côté Stan, c'est à peu près la même chose. Très bien. En tout cas, je n'avais pas notion de tous les axes de travail de Stan, c'est-à-dire que de loin, OK, je savais que ça accompagnait les cabinets pour faire la recherche clinique en ville, etc., un peu comme une CRO, mais je Ouais. n'avais pas cette notion-là et je pense les auditeurs aussi, j'imagine, de entrepôt de données, logiciels, etc. Donc, moi, je trouve que c'est assez complet, franchement, bravo. Bravo à toute Merci. l'équipe aussi. Alors, avant de conclure, est-ce que tu as un message que tu aimerais faire passer aux professionnels de la recherche clinique qui nous écoutent? Ouais, déjà, à tous les professionnels, vous l'aurez compris, et je vais essayer de le redire pour marteler l'idée. Réfléchissez à la recherche en ville. Considérez la recherche en ville, non pas comme une alternative, mais comme une complémentarité avec ce qui se fait déjà. Je pense que c'est très, très, très important aujourd'hui de lui donner sa place ou de lui redonner sa place. Et la deuxième chose, c'est n'hésitez pas à rentrer en relation avec nous ou avec tous les acteurs qui font de la recherche en ville aujourd'hui et faites des projets en ville. Voilà. Je fais aussi pour les sponsors et autres. N'hésitez pas à faire des projets en ville parce que je pense que le retour sur investissement sera super pour vous. Plus vous allez consacrer des projets et du temps à ces études en ville, plus ça vous sera rendu de façon bénéfique parce que il y a une montagne d'informations et de savoirs aujourd'hui qui sont coincés dans des logiciels médicaux de ville, des patients en ville, des médecins en ville. Et donc, on a tout à y gagner que de s'y concentrer un tout petit peu. Donc ça, c'est un peu mon message. Et puis, le deuxième message, c'est faisons des choses simples. Et ça, c'est un adage qui est repris, je crois que c'est Mayo Clinique qui dit ça, c'est il faut savoir penser grand, bouger vite et commencer petit. Et je pense que ça, c'est un mantra qu'il faudrait essayer de garder dans la recherche en ville. C'est il faut que la recherche en ville fasse beaucoup, beaucoup plus que ce qu'elle fait aujourd'hui. Il faut qu'elle le fasse plus rapidement et il faut commencer par des petites actions comme celles qu'on met en place au quotidien chez Stan. Tout à fait. Merci beaucoup, Mehdi, pour cette discussion très Merci Nawel, intéressante. j'étais ravi Merci à tous de d'échanger. nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Nawel.